tranquillement, comme des élèves en retard. Vous pourrez aller regarder mon Twitter, les élèves en retard, chez moi, ils font des pompes ou ils font des danses. Hein. Mais là, on va pas le faire, on est à tête. Vous allez bien? Ouais. Je me fais juste un petit kiff. Ça va Paris? Ouais. Ok, c'est moi, j'ai mon petit kiff. Très bien, ok. Bon, bah, ça y est, on y est. On m'a dit de rester dans le petit cercle rouge, alors il faut que je bouge, alors attends. Voilà, quelle gosse. Ok, je dois vous parler aujourd'hui, on m'a demandé la thématique, c'est le futur, et donc évidemment, le futur des mathématiques. Alors là, je vois, comment ça fait la gueule, on va parler de maths, mon Dieu, quelle horreur. Le futur, franchement, honnêtement, qui peut prédire le futur? Est-ce qu'on pourrait lire dans une boule de cristal pour essayer de deviner ça sera quoi l'avenir? L'avenir des mathématiques, même lui-même aussi, est-ce qu'on peut essayer de le deviner? Mais je vais faire, comme a fait mon collègue tout à l'heure, pour essayer de deviner le futur. Ce que je vous propose, c'est d'aller regarder un petit peu dans le passé. On va faire de la data science, hein, scientifique, et l'analyse des données, pour essayer de deviner les données qu'il y aura demain. Bah, nous, on va faire la même chose. Je vous propose de remonter il y a 123 ans. 123 ans, alors pour ceux qui vont faire des maths, ça nous emmène en... Super. 1900. Quelle ambiance dans cette salle, on a des très grands scientifiques. Ça nous emmène en 1900, on est à Paris, on est là, on est ici. On est en 1900, on est à Paris, et vous savez ce qui s'est passé à Paris en 1900? Un truc incroyable, ça s'appelle l'exposition universelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'exposition universelle? C'est le moment où l'humanité s'est réunie et a dit mais qu'est-ce qu'on a fait et où on va? À ce moment-là, en 1900 déjà, l'humanité dans son intégralité s'est dit mais qu'est-ce que ça sera notre futur? Qu'est-ce que ça sera notre futur? Alors les ingénieurs sont réunis et puis il y a un mec, un Ford, il est venu avec son moteur à combustion, ça sera ça le futur. Il y a les artistes qui se sont réunis, c'est quoi aujourd'hui l'impressionnisme, c'est quoi ces courants de pensée, c'est quoi la littérature. Les architectes se sont réunis, c'est quoi nos techniques de construction, comment est-ce qu'on fait, etc. Il y a un architecte français pas très connu, Gustave Eiffel, il a dit, regardez, pour l'exposition universelle, à l'endroit de l'exposition universelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une grande tour en métal pour montrer qu'on est capable de faire des trucs. Et du coup, son objectif, c'était vraiment sur le champ de Mars, à l'endroit de l'exposition universelle, de construire une tour pour montrer ce qu'on est capable de faire en architecture. Elle aurait dû être démontée après. Du coup, elle n'est pas démontée, elle est là-bas. Pour ceux qui sont bien placés, ils peuvent la voir ici de temps en temps. Mais elle est restée pour le plus grand plaisir d'attirer tous les touristes. Et les mathématiciens aussi se sont réunis. Ils se sont tous réunis, ils ont discuté, débattu, réfléchi, ils se sont battus un petit peu, mais c'est quoi ce qu'on a fait avant et c'est quoi, vers quoi on doit aller après. Déjà, en 1900, les mathématiciens sont tous réunis pour se demander qu'est-ce que ça sera le futur des mathématiques. Et ils étaient tous réunis autour du dieu de l'époque, pour reprendre ce que disait mon collègue tout à l'heure. C'était David Hilbert. David Hilbert, c'est un mathématicien allemand, presque David Hilbert, j'aurais pu... mais non. David Hilbert, et après des débats, des discussions, il a fait une liste de 23 problèmes, qu'on appelle les 23 problèmes de Hilbert. Et donc en 1900, les mathématiciens, ils étaient déjà en train de se demander mais vers quoi on doit aller? Qu'est-ce qu'on doit faire après? Alors sur ces 23 problèmes de Hilbert, il y a 4 types d'issues possibles. Il y a des problèmes qui ont été résolus. Il y a des problèmes dont on a démontré que ce n'était pas possible. Il y a des problèmes même, regardez ce problème-là, on va le lire pour faire un peu de maths quand même. Tout sous-ensemble infini de réels peut être mis en bijection avec l'ensemble des antinaturels ou avec l'ensemble des réels lui-même. Vous avez 3 heures. Et bien ce problème-là, ça a donné naissance mathématiquement à quelque chose d'encore plus profond, plus subtil. Ce qui a résolu ce problème, c'est le théorème d'indécidabilité de Gödel, qui dit en fait, on ne pourra jamais démontrer que c'est possible, et on ne pourra jamais démontrer que c'est impossible. C'est-à-dire qu'on n'a pas résolu ce problème, on a dit on ne pourra jamais le résoudre. C'est encore plus profond que ça. Et il y a des problèmes, aujourd'hui, en 2023, qui ne sont toujours pas résolus. Mais avant d'arriver aujourd'hui, le 10 mars 2023, dans l'hôtel Novotel, qu'on peut voir, mais on va dire à Paris, avec un public en folie. Très bien. Avant d'arriver là, je vous propose d'avancer un petit peu dans le temps, en 1900, on va 100 ans plus tard, et 100 ans plus tard, re-exposition universelle. On est à Pékin. Et là, encore une fois, l'humanité se réunit, elle dit, mais qu'est-ce qu'on a fait avant? Et vers quoi on doit aller? Je suppose que dans cet endroit-là, on a parlé déjà de métaverse, on parlait déjà de crypto-monnaie, NFT, on parlait déjà de... Enfin, il y a même eu le nid d'oiseau à Pékin qui a été construit pour ça. Il y a plein de choses qui ont été faites. Et aussi, les mathématiciens, en l'an 2000, se sont réunis, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça sera l'avenir des mathématiques en l'an 2000?
on se posait la question de qu'est-ce que ça sera déjà l'avenir des mathématiques. Alors, il y a des problèmes qui ont été résolus, comme je vous l'ai dit, des problèmes qu'on peut démontrer qui ne sont pas résolubles, et puis il y a certains problèmes qui sont nés d'ailleurs au cours de ces 100 ans. Il y a certains problèmes qui reviennent à Hilbert, et finalement, il y a un institut américain qui s'appelle l'Institut Clay, qui a fait une liste des problèmes qui seront le futur des mathématiques. Les 7 problèmes, c'est en l'an 2000, donc les 7 problèmes du millénaire. La conjecture de Birch-Schroeder-Dyer, la conjecture de Hopf, les équations de Navier-Stokes, le P-problème et le NP-problème, la conjecture de Poincaré, l'hypothèse de Riemann et la théorie de Yang-Mills. C'est les 7 problèmes du millénaire. Et là, déjà, on est en l'an 2000. On commence un tout petit peu à toucher le futur des mathématiques. Hein, on avance un peu, on est en 2007. En 2007, il y a un de ces problèmes qui a été résolu. Un de ces problèmes qui a été résolu, la conjecture de Poincaré, résolue par un mathématicien russe, Grigori Perelman, qui, sur ces 7 problèmes, l'Institut Clay, il a mis un chèque de $1 million. C'est-à-dire, grosso modo, tu arrives à résoudre un problème, tu gagnes $1 million. C'est un bon moyen de gagner de l'argent, c'est quand même des problèmes durs, mais quand même pas mal. Et Grigori Perelman, il en résolu un. Il a refusé $1 million. Folie, génie, je ne sais pas, c'est vous qui déciderez, c'est un autre débat. Mais il a refusé $1 million. Sur ces problèmes, c'est des problèmes mathématico-mathématiques. Regardez ce que ça dit. La conjecture de Birch-Schroeder-Dyer, la conjecture de Hodge, les équations de Navier-Stokes. On dirait que c'est des agences immobilières, ces trucs-là. On n'arrive même pas à comprendre. Je ne vais pas vous exposer, je ne vais pas vous les expliquer, ils sont difficiles à comprendre, je ne les comprends même pas tous. Mais c'est des problèmes pour les mathématiciens. Qu'est-ce que c'est, en vrai, l'avenir des mathématiques pour le commun des mortels, pour les gens qui ne font pas de maths? Qu'est-ce que ça veut dire, l'avenir des mathématiques? Regardez par exemple l'hypothèse de Riemann. Une petite image pour essayer d'expliquer, c'est un grand monstre avec plein de petits mathématiciens qui essaient de résoudre ça, mais l'hypothèse de Riemann, demain, si on arrive à la résoudre, c'est l'un des problèmes, ça y est, on est arrivé aujourd'hui pour essayer de deviner ce que ça sera demain. Si on arrive à la résoudre, l'hypothèse de Riemann, on éclate complètement le S de HTTPS. Tous les protocoles de sécurité cryptographique sont morts. Demain, l'hypothèse de Riemann, elle tombe. La sécurité qui existe aujourd'hui, qui utilise des nombres premiers. Donc il y a un vieux mathématicien aussi, déjà jadis, qui avait fait un truc, M. Euler, qui avait trouvé une connexion entre les nombres premiers et cette hypothèse de Riemann. Tout ça, ça meurt. Alors je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques pour vous expliquer ce que c'est que l'hypothèse de Riemann. C'est pas inaccessible. C'est quelque chose, si vous êtes tous un peu scientifiques dans la salle? Oui, un petit peu. Vous savez tout ce que c'est qu'une fonction. D'accord. L'hypothèse de Riemann, ça dit qu'il y a une fonction. Une fonction, très simple. On va l'appeler zeta, parce que c'est son nom, fonction zeta de Riemann. Il y a une fonction zeta, et on veut l'étudier. Alors, si je vous demande d'étudier une fonction, c'est quoi les trucs que vous faites? On dérive, on étudie les limites, les asymptotes, toutes les saloperies qu'on a appris en terminale, hein, qui, de base, quand on les a appris, on se dit à quoi ça sert. Ben voilà, par exemple, le genre de truc à quoi ça sert à résoudre l'hypothèse de Riemann. Et le sur Riemann, dans son hypothèse, si on veut résoudre, si vous voulez vous intéresser, ce sera quoi? Comment je fais pour gagner $1 million? Il y a cette fonction, et je cherche à trouver zeta de z égale à 0. Je veux que vous me donniez les x tels que zeta de x soit égal à 0. Vous le faites, vous gagnez $1 million. Alors, bien évidemment, c'est plus compliqué, etc. Mais encore une fois, bon, ça c'est compréhensible, mais c'est des problèmes pour les mathématiciens. Qu'est-ce que c'est en fait l'avenir des mathématiques pour nous, les communs des mortels, qui utilisons peut-être les maths, mais un petit peu, genre, ça c'est des maths, là-dedans il y a des maths, là-dedans il y a des maths, c'est des maths, c'est l'utilisation, une application des mathématiques. C'est quoi l'avenir pratique des mathématiques, pas l'avenir pour les mathématiciens? Qu'est-ce que ça sera le futur des mathématiques? Je vais vous donner un exemple. J'ai soutenu ma thèse en 2012. Applaudissements. Alors, juste pour prendre brièvement le cursus classique, on fait sa licence, on fait son master, on fait son doctorat. Pendant son doctorat, ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, minimum 3 ans. On fait une activité de recherche. C'est-à-dire que pendant cette période-là, moi ça a duré 4 ans, on passe 4 ans où on sort, il y a un peu une métamorphose du statut d'étudiant pour devenir le chercheur, pour devenir à mettre le doigt dans l'inconnu, essayer de découvrir, d'inventer, d'être créatif, essayer voilà, vraiment d'être dans la nouveauté, de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Alors c'est un moment un peu éprouvant, c'est difficile, il faut vraiment être dans la nouveauté, il faut être dans... Voilà, bref, c'est un moment, 3 années, 4 années, voire plus, où on se transforme. Et en général, on soutient sa thèse, et puis ça se passe bien, et en général, après la thèse, il y a un événement, un moment un petit peu sympa, le pot de thèse, alors c'est pas très joyeux, mais on se réunit tous, et puis on boit un coup, on mange une chips, et on est content, parce que ça y est, je suis docteur en mathématiques, c'est passé, j'ai survécu ces 3 années. Après ma soutenance,
90% des personnes qui sont venues me voir m'ont dit c'est bien, t'as compris ce que t'as dit. Dont des membres dans le jury de ma thèse. Oui, c'est quand même un petit peu. Bah oui, parce qu'en fait, l'avenir des mathématiques, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que l'avenir des mathématiques, il est déjà un peu ici. On a déjà le doigt dedans. Je vais vous donner un autre exemple qui va peut-être un peu plus vous parler. Non, il faut descendre. L'exemple qui va plus voilà. Alan Turing. Je pense que c'est un mot qui doit vous parler. Vous connaissez Alan Turing? Oui, Alan Turing, le père de l'informatique. Le père de l'informatique, c'est lui qui a inventé presque le premier ordinateur. C'est lui qui a pensé, ça doit être quoi, une intelligence artificielle? Ça doit être quoi, le test de Turing, les machines de Turing? Turing, c'est le père de l'informatique. Turing, il est mort dans les années 50, 52, 53. La date de naissance officielle de l'informatique, la date de naissance, quand on fait time là, dans les machines, c'est le 1er janvier 1970. Après la mort de l'inventeur, du père de l'informatique. En fait, les concepts, c'est un mathématicien, c'est un cryptologue, les concepts mathématiques qui sont là aujourd'hui sont déjà un peu le futur des mathématiques. Un tout petit peu, tous ces concepts, c'est l'intelligence artificielle. Par exemple, pour les petites images que je vous ai données là pour présenter ce slide, j'ai utilisé une petite application, une petite intelligence artificielle, et puis on rentre des mots-clés, et puis ça donne des images. Donc par exemple, pour avoir la première salle que je vous ai montrée, j'ai tapé dans mon truc une vieille dame qui prophétise l'avenir des mathématiques dans une boule de cristal. Paf, l'IA m'a donné une image. Alors des fois ça marchait pas très bien, par exemple pour vous montrer ce qui s'est passé, genre réunion mystique de scientifiques en l'an 2000 qui lancent des sortilèges à Pékin, voilà, pour avoir une image qui essaye de représenter l'exposition universelle à Pékin. Bref, l'hypothèse de Riemann, un gigantesque monstre tué par un petit homme chétif. Bon, voilà, on essaie. L'intelligence artificielle, c'est peut-être un petit peu ça aussi l'avenir des mathématiques. Ça existe déjà. Les concepts mathématiques, les objets de ma thèse, ce que j'ai fait dans ma thèse, ça sert à rien, à personne, aujourd'hui, mis à part pour des mathématiciens, pour les 10% qui ont compris ce que j'ai raconté. Mais peut-être que dans 20 ans, ça va servir. Peut-être que dans 50 ans, ça va servir. Peut-être que dans 100 ans, ça va servir. Peut-être que dans 100 ans, ouais, ce que j'ai fait, ça va servir à quelque chose pour le commun des mortels, qui veulent utiliser les mathématiques dans leur quotidien. Regardez aujourd'hui, avec une IA sur un téléphone, j'arrive à générer des images. Quel étudiant n'a pas utilisé ChatGPT pour faire son contrôle tout à l'heure? On y est. Mais ça, ces outils-là, qui ont été pensés par tout le monde, développés par la suite, comme l'intelligence artificielle, ils existent déjà aujourd'hui. Tous ces concepts mathématiques, les probabilités, les statistiques, les algèbres linéaires, les théories de l'information, les calculs différentiels, les graphes, les réseaux, les intégrales, tous ces trucs-là sont des outils qui existent aujourd'hui. Ils créent déjà le futur, mais on ne le sait pas encore. Mais ils créent le futur aujourd'hui.